Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Wishlist. Wishlist, c'est votre rendez-vous mensuel de chaque fin de mois où on vous parle des actualités marquantes de ces 30 derniers jours, accompagnées de nos recommandations, ce qui nous a plu, mais aussi déplu. Comme à notre habitude, je co-présente cette émission avec Robinson. Robinson, bonjour. Bonjour à tous, ravi d'être ici aujourd'hui pour cette première émission de Wishlist. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, nous laisser une petite note sur les plateformes de streaming ou un petit commentaire. Ça nous motive pour la suite et ça nous rend un peu plus visible sur les plateformes de podcast. Au programme aujourd'hui, nous allons faire un tour des actualités qui ont rythmé le mois d'octobre, entre rachat, commissariat et remontada. Nous allons ensuite nous intéresser aux sorties du mois qui ont retenu notre attention, que ce soit sur les plateformes de streaming, les sorties BD, manga, ciné, etc. Et pour finir, on parlera de nos coups de cœur et de nos déceptions du mois d'octobre, ce qui nous a marqué et ce que vous pouvez oublier. Générique. Alors on est quoi? On est que des consommateurs, tu as dit. On est des consommateurs. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Et pour commencer ce tour d'horizon de l'actualité d'octobre, on va d'abord parler de l'actualité jeux vidéo et plus précisément de l'actualité e-sport. Il s'est passé deux choses en octobre, vraiment au niveau des compétitions e-sport qui ont marqué mon attention. La première chose, c'est le retour non officiel, entre guillemets, de la Coupe du Monde de Fortnite. Je sais pas si tu te rappelles, Axel, juste Je me, avant le Covid. je me rappelle de la Coupe du Monde de Fortnite, c'était celle où il y avait Gotaga qui avait été mis en avant, non Exactement, Vachement. Ouais, en c'est mode ça. créateur, etc. Ça, je me rappelle. Donc ça avait réuni beaucoup, beaucoup de monde, un cash price inédit qu'on n'avait jamais vu. Et tout ça, ça se passait avant le Covid. Donc ça veut dire qu'il y a 4 ans déjà, depuis, pas de Coupe du Monde, des petites compétitions à droite à gauche, mais Epic Games avait été un peu frileux. Et cette année, ils l'ont pas appelé la World Cup parce qu'ils savaient que ça marcherait pas aussi bien qu'il y a 4 ans. Le jeu est beaucoup moins, comment dire, le jeu est beaucoup moins hype qu'à l'époque. Mhm. Cette année, ils ont ramené cette Coupe du Monde et il y a eu deux Français de l'équipe justement de Gotaga, Squeezie et Brock, l'équipe Gentlemates, Ok. qui ont fait top 27. Donc un beau top Ouais. quand on se dit qu'il y a tout le monde qui peut participer, plus de 2000 duos qui sont qualifiés, Ouais, parce que c'est etc. quoi? Donc C'était sélectionné comment? T'as un classement en général? toute l'année, il y a des compétitions et tu peux te qualifier en fonction des points que tu fais. Si tu te qualifies pas, c'est la semaine d'après, etc. Et à chaque fois, il y a un certain nombre qui se qualifient pour au final faire un gros package, quoi. Et c'est en mode construction? Parce que j'avais vu pendant un Oui, moment que oui, Fortnite. oui. Ok, d'accord. Donc ils sont restés Après, sur le mode il y a construction. aussi des modes, il y a aussi des. Alors moi, j'ai suivi beaucoup le mode construction avec les Français, mais il y a aussi, je pense, des compétitions. Enfin, c'est sûr, même des compétitions qui sont sans construction. Ouais, mais pas la Coupe du Monde du coup. Non, pas à la Coupe du Voilà, Monde. ça marche. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Ça reste Fortnite, un jeu qui a marqué quand même, on peut le dire, les années 2010, les années 2020. C'est peut-être un des plus gros jeux avec Minecraft actuellement, hein, quand même. Donc c'est pas. Mhm. Et évidemment, en octobre, comme tous les ans, on a aussi eu le début des Worlds de League of Legends. Donc tous les ans, League of Legends, le jeu le plus joué au monde, organise le tournoi qui s'appelle les Worlds. C'est le tournoi le plus important de l'année. Tout ce que tu gagnes avant, c'est bien. Quand tu gagnes les Worlds, t'es le champion du monde et tu es le vrai meilleur joueur la vraie meilleure équipe de ce jeu. Ouais, sachant que c'est quoi? C'est les c'est 3 équipes par pays, c'est ça? Quelque chose comme ça? C'est à peu près, alors par pays entre guillemets, par région où il y a des compétitions. C'est des ligues fermées, donc il y a la Ligue européenne, la Ligue asiatique, la Ligue chinoise, et la Ligue, nord-américaine et la Ligue sud-américaine. Ok. Chacun ont un certain nombre de slots. En effet, c'est 3 dans la plupart des cas et il y a après un petit tournoi au début, le play-in tournament comme en NBA où, les quatrièmes de certaines régions se retrouvent, jouent un petit tournoi. Il y en a quelques-uns qui peuvent accéder aux Worlds par ce biais-là aussi. Ok. Comme d'habitude, on se demande si l'Europe va réussir à déjà aller en demi-finale et gagner. Il y a très, très peu de chances. C'est toujours, C'est les Coréens, non? les Coréens et les Chinois. Ok. Ils sont très, très forts. Ils se partagent les titres, depuis quelques années. C'est assez intouchable. Ça se passe d'abord, donc il y a le play-in tournament. Après, il y a des petites rounds suisses où chaque équipe affronte chaque équipe en une seule partie. Et puis après, il y a les phases finales avec des trucs plus classiques, des quarts de finale, des demi-finales. Là, on est à la fin des rounds suisses. Ça va bientôt commencer les quarts de finale. Et malheureusement, hein, on voit que nos Européens sont quand même en dessous. C'est clair. Il y a pas à chier. Ouais, bah en plus, je sais pas si t'as vu le youtubeur qu'on vous conseille, The Great Review,
qui fait des espèces de petits documentaires, enfin plus ou moins longs, des fois longs, sur des sujets qui tournent autour du jeu vidéo. Il a sorti une vidéo là sur la ligue coréenne, enfin sur une des équipes de la ligue coréenne. Exactement. Et c'est vrai que moi, enfin, j'y connais rien, je suis complètement néophyte sur ça. Et au final, il m'a permis de découvrir pas mal de choses. Notamment, je savais pas qu'en Corée, c'était aussi serious business, quoi. On parle vraiment de sportifs avec des salaires Ah, l'e-sport en Corée, c'est très très n'importe quoi, hein. élevés. Enfin, ouais, ça rigole zéro, quoi. Et puis, l'e-sport, c'est vraiment le temple du storytelling. Il y a que des histoires comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Des rivalités entre deux personnes qui changent d'équipe. Les carrières sont très courtes, donc il faut absolument se montrer et être au plus haut très vite. Donc vraiment, c'est cool. Ouais, sa vidéo est vraiment super. Ok. On va terminer par la plus grosse nouvelle e-sport de ce mois-ci, pour moi, je pense. C'est tout simplement la Carmine Corp, qui accède en LEC. Alors, qu'est-ce que c'est la LEC? Qu'est-ce que c'est la Carmine Corp? D'abord, la LEC. Donc, comme j'ai expliqué, League of Legends, les plus grosses compétitions, c'est régional dans le monde. Donc, il y a 5 ou 6 régions, je sais plus. Mhm. Et celle de l'Europe s'appelle la LEC. Pour D'accord. accéder à la LEC, c'est pas tu gagnes une compétition en France ou etc. comme au foot et tu peux accéder à la Ligue des Champions. Ouais. Non, là, c'est tu dois payer un certain nombre de millions de dollars, d'euros, pardon, pour acheter une place et c'est une ligue fermée et tu ne peux pas, une fois que tu as ce slot, tu ne peux pas redescendre de la LEC à moins que tu te fasses racheter, etc. Des choses de gros sous. Ok, c'est en mode Formule 1 un petit peu, en fait. Exactement, c'est Ok, des d'accord. écuries. Exactement, en Formule 1, ça bouge pas. Tu peux pas. Williams, ça a beau être claqué au sol, il change jamais. Enfin, il reste en Bah, tant Formule qu'ils 1. ont de l'argent, ils restent, c'est ça, si je Tout à comprends bien. fait, c'est exactement D'accord. ça. Ok. Et c'est pareil dans toutes les régions. Et dans beaucoup de jeux e-sport, Call of Duty, c'est pareil. Apex, c'est pareil. C'est des ligues fermées. En dessous de ces ligues régionales, on a des ligues par pays. Nous, en France, on a la LFL. Et ces ligues par pays peuvent permettre de s'affronter avec entre Français, quoi, de faire un petit tournoi ensuite entre les gagnants entre Européens, mais ça ne permet pas d'accéder au Worlds, qui est la plus grande compétition, comme on le disait. D'accord. La Carmine Corp, donc, c'est une équipe qui a été créée en mars 2020. À l'époque, ça s'appelait la K-Corp. Et c'est du coup l'équipe du streamer Kameto, qui est assez connu. Je pense que ceux qui nous écoutent, au moins, en ont déjà entendu parler, peut-être. Oui, je pense. Puis de toute façon, vous pouvez chercher sur YouTube, Twitch, hein, on le voit un peu partout sur les réseaux Exactement. sociaux. Ils ont une chose qui les différencie des autres, c'est que Kamel est très aimé, les fans de la K-Corp sont un peu des fous, et donc il y a une ambiance de malade quand quand ils vont les voir. Au niveau de Twitch, il y a des chiffres de fous aussi, ils arrivent à ramener une fanbase qui est assez importante, ils vendent très très bien leur place, ils vendent très très bien leur merchandising et autre chose, ils vendent très très bien leur image aussi, ils sont très très forts là-dessus. Ce qui leur a permis très vite d'augmenter, d'arriver donc de la division 2 d'abord où ils ont commencé, ensuite en LFL, et de gagner très très vite en LFL, non pas parce qu'ils avaient des moyens incommensurables, mais parce qu'ils avaient les bons joueurs au bon moment, ça a très bien marché, ils ont gagné la LFL, ensuite ils ont gagné la petite coupe européenne comme j'expliquais, et ça les a encore plus fait grandir, et ça les a montrés à l'image, à la hauteur de l'Europe plutôt. L'Europe a pu un peu se calquer là-dessus, dire on n'a jamais vu ça, autant de fans, autant de choses pour League of Legends, c'est bien, mais on a des vieilles équipes qui sont là depuis longtemps, Vitality et autres, et ils n'ont pas des fanbases comme ça. Oui, parce qu'en Même fait, les plus grosses équipes. c'est parce que c'était un créateur à la base, Kameto aussi. Il avait une espèce de grosse communauté. Et du coup, quand il s'est lancé dans l'e-sport, forcément, la communauté. Enfin, forcément non. Mais sa communauté l'a vraiment suivi. Et c'est vrai que C'est du un des coup. premiers à avoir fait ça. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. En France déjà, entre Mandatory avec Serator, Aegis avec Mister MV, ou bien même récemment Ah Gentlemates ouais, il y avec en a, Squeezie. il y en a autant que ça. Et même Mister MV, il a. Mister MV, il est avec deux autres streamers, DFG et Shones, et ils ont, Ah, je savais pas. ils ont créé une équipe e-sport. Ils ont des joueurs de TFT, Teamfight Tactics, et des joueurs de League of Legends maintenant aussi. D'accord, ok. Zerator, il n'a pas League of Legends, lui, il est que sur Valorant et aussi C'est sur ça. Warcraft. Qui est le World of FPS Warcraft. du coup de Riot, qui est la boîte qui fait aussi League of Legends, TFT, etc. Exactement. Donc pour revenir au sujet et éviter de tous vous perdre, la Carmine Corp, équipe très suivie, équipe très, très suivie. L'Europe et même les plus grosses équipes européennes ont beaucoup de mal à avoir une fanbase, à vendre leur image comme le fait la Carmine Corp. Mhm. Et ça faisait plusieurs années que ça montait, etc., mais qu'ils n'arrivaient pas à accéder à la fameuse LEC, à la ligue fermée qui était juste au-dessus, tout simplement parce que Kamel a beau être très suivi, il n'est pas multimillionnaire. Il est peut-être millionnaire, comme certains streamers, mais Mhm. pas assez pour payer un slot, payer des joueurs, payer une maison pour que ces joueurs puissent évoluer et s'entraîner, etc. Mhm. Enfin,
Cette année, ils ont vraiment fait grossir la structure. Ils ont un nouveau CEO qui est arrivé, qui a restructuré les choses, etc. Et ils ont annoncé là, il n'y a pas longtemps, sur un stream en haut de l'Arc de Triomphe quand même, hein, donc c'est pas rien, qu'ils avaient réussi à racheter le slot d'une des équipes danoises qui s'appelle Astralis, qui n'était Ok, pas très forte. Un slot qui a d'accord. coûté 25 millions de dollars quand même. Ah, oui, pas très Euh, forte, mais bon, le prix reste oui, élevé, quoi. ah oui, 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 bah, c'est vrai que c'est Ouais, des ouais. grosses boîtes, hein, c'est des sponsors qui changent de... Enfin, les sponsors détiennent les équipes ont un naming, etc. pour Ouais, faire ouais. style, mais ça reste des grosses boîtes. Hein. Ok. Et donc, ça y est, ils y sont. Kamel, c'est son rêve, il joue à League of Legends depuis qu'il a 14 ans, il l'a dit, il a pleuré plusieurs fois. Voilà, ils y sont, ils peuvent accéder aux Worlds. Il a dit qu'il avait créé cette équipe à la base, la Carmine Corp, pour accéder aux Worlds. Et ça y est, c'est fait. Ils conserveront toujours une équipe en Ligue française, la LFL, comme ça ils ont une équipe réserve au cas où s'il y a un problème D'accord. en Genre LEC. équipe B, en fait. Équipe B, exactement, surtout Ok. qu'il y a une limite d'âge en LEC, il faut avoir 18 ans, et actuellement, un des joueurs de l'équipe de la Carmine Corp a 16 ans, vient d'avoir 17 ans. C'est un petit génie, mais il ne pourra pas jouer l'année prochaine en LEC, c'est impossible. Donc il va Ok. faire une petite année en LFL de plus, et puis il arrivera plus tard en LEC. Ok. Voilà. Je termine là-dessus. Pour rendre à César ce qui appartient à César, je précise aussi qu'évidemment, la Carmine Corp, c'est pas que Kameto à l'image. Maintenant, à l'époque, c'était la K-Corp, et quand ils ont créé la Carmine Corp, justement, Prime, pour ceux qui suivent, l'a rejoint, et ils sont deux à gérer ça. Prime est beaucoup moins visible sur le côté Carmine Corp, parce Mhm. il gère d'autres choses. Mais voilà, c'est deux personnes, ça reste deux personnes, et c'est un projet cool. Moi, c'est Oui, vraiment... Kameto, c'est un peu le visage Exactement. de l'entreprise, enfin de leur. Je sais pas C'est comment on ça, dit du coup de leur écurie. de leur équipe. Ouais, ok. C'est une équipe e-sport. Et moi, j'aimais déjà l'e-sport et maintenant, voilà, j'aime encore plus. Regardez Kameto qui caste une de ses équipes, il n'y a, y a rien de plus drôle, vraiment. Bah, c'est Il n'a aussi ça, je crois. il est 100% pour son équipe, dégueulasse avec les autres et c'est ça qu'on aime, quoi. Ouais, ouais, puis en fait, il est dans le trash talk, il dit un peu ce qu'il pense sans tabou, et du coup, forcément, les gens aiment bien. C'est du coup hyper divertissant, même si tu connais pas grand-chose. Moi, je suis déjà tombé un peu sur ses streams. C'est vrai que du coup, il te met un peu comme les bons, bah, en fait, les bons commentateurs, ils te galvanisent un peu, ils te donnent envie de suivre, et même si tu comprends pas tout, tu comprends bien qu'il se passe un truc de ouf. Donc non, ouais, Exactement. c'est assez cool. On va passer maintenant toujours à l'actu jeux vidéo, mais des trucs un petit peu moins sportifs Ouais, et un petit peu moins marrants aussi, tout ah, simplement. totalement. Moi, je vais parler du rachat de Blizzard, Activision Blizzard, par Microsoft. Alors Alors, déjà, avant que tu commences, peut-être que tu vas en parler, j'imagine, j'avais une toute petite question. oui. On avait déjà... C'est pas déjà fait? Alors, en fait, ça fait depuis, il me semble, le 18 janvier 2022 que Microsoft donc a décidé de racheter Activision Blizzard. Activision Blizzard, c'est une boîte de jeux vidéo, une des plus grosses actuellement, qui détient notamment Call of Duty, Diablo, Overwatch, Crash Bandicoot, donc pas mal de gros jeux, de très grosses licences. Et en fait, ils ont été bloqués. Ils ont dû passer par pas mal de problèmes parce que notamment, on les a accusés de potentiellement avoir une espèce de mainmise sur le marché du jeu vidéo. Donc Sony notamment était pas du tout content. Ils ont crié au scandale, ils ont crié à la concurrence déloyale. Du coup, il y a eu beaucoup d'enquêtes en interne et ce qui restait pour que ce rachat soit validé, c'était l'autorité de concurrence britannique, la CMA, qui Ok. enfin a décidé de donner son feu vert. Ça fait, je crois, plus de 6 mois que c'était en étude. Et donc, ce vendredi 13 octobre, ils ont validé le rachat. Un rachat qui donc inclut le fait que Microsoft rachète ses licences et va pouvoir notamment les distribuer à sa guise sur le Game Pass. Le Game Pass, c'est son service de streaming de jeux vidéo. Du coup, on imagine que Call of Duty, parce qu'on a dit Call of Duty, mais il y a aussi World Ah of ouais. Warcraft, j'ai oublié de le citer. Donc toutes ces licences, logiquement, vont arriver sur le Game Pass très bientôt. Le seul petit bémol, j'ai envie de dire, c'est qu'il me semble qu'il y a eu beaucoup de discussions en interne, notamment, pour que Microsoft ne puisse pas privatiser certaines licences. Par exemple, Call of Duty, c'est un jeu qui se vend beaucoup, qui se vend depuis on va dire, 20 ans, qui se vend sur les consoles Xbox et sur les consoles PlayStation. Avec FIFA, c'est les jeux les plus vendus chaque année, quasiment. Voilà, c'est ça. En plus, c'est des jeux qui sortent chaque année ou tous les ans et demi, ça dépend, mais souvent chaque année. Je crois que d'ailleurs, ils ont ralenti un peu, donc je m'emporte un peu peut-être. Mais dans tous les cas, on est sur des licences qui rapportent beaucoup d'argent, et du coup, Sony, forcément, il craint pour son business. Donc, Microsoft a dû, via pas mal de petites choses, signer des accords pour notamment ne pas pouvoir privatiser ces licences. En tout cas, pas pour l'instant. Il y a aussi autre chose qui a été fait, c'est que Microsoft voulait proposer ses licences en cloud sur son Game Pass. Donc le cloud, c'est le fait de jouer à distance en streaming en fait. À partir du moment où vous avez une connexion, vous pouvez jouer en streaming sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, etc.
Sauf que de la même manière, la CMA estimait que la proposition initiale de Microsoft, ça risquait de créer une position de monopole sur le marché du cloud gaming. Du coup, il a été décidé que notamment certaines licences allaient devoir passer par d'autres services de streaming ou passer par d'autres entreprises de jeux vidéo, par exemple avec Ubisoft ou avec d'autres boîtes, parce que du coup, ils vont pas pouvoir tout mettre en disponible au niveau du cloud gaming et en plus gratuitement entre parenthèses, parce que c'est un abonnement le Game Pass, on rappelle. Donc, tout ça, ça a été validé récemment. Ce que ça va amener comme changement dans le monde du jeu vidéo, je pense, c'est qu'on oublie aussi que Activision Blizzard, c'est aussi Candy Crush. Donc en fait, on a Microsoft qui avait déjà la mainmise en ce moment, qui se fait une belle image en ce moment auprès des consommateurs, avec le Game Pass, avec les prix qui sont en baisse, avec des offres tout le temps. Donc on est quand même sur une boîte qui, au niveau des jeux qu'elle sort, a pas forcément des très bons retours de la part des consommateurs. Par contre, sur les propositions qu'elle fait, il y a beaucoup de très bons retours, très positifs, et d'autant plus qu'en ce moment, Sony, ils ont un peu une politique pas très cool. Eux, au contraire, ils sont plutôt dans un truc où on va vous faire payer nos jeux le prix fort, et puis tant pis pour vous. Ouais. Donc là, ça mène une situation qui va être très compliquée pour Sony et pour Nintendo. Et d'ailleurs, on se rappelle qu'il y a des mails qui sont sortis il n'y a pas très longtemps sur le PDG de Xbox qui discutait avec des gens sur un possible travail, notamment sur du streaming, etc., avec la Switch. Donc on n'est pas à l'abri que la prochaine Switch, qui normalement devrait être annoncée d'ici l'été prochain, on n'est pas à l'abri qu'il y ait possiblement du cloud sur cette Switch où Microsoft puisse proposer son Game Pass ou ce genre de choses. Donc, Ça serait cool. ce serait cool. Par contre, à voir à quel Mais niveau ça ouais, va voilà. déséquilibrer tout ça. Et puis, on voit en ce moment qu'avec Netflix, etc., les services de streaming, déjà, juste au niveau des séries et films, on voit que les prix sont en train d'augmenter de façon exponentielle. À voir si le Game Pass, à force de devenir une espèce C'est sûr. d'habitude, eux, ils vont forcément profiter. Hein. On est là pour quand même ramener de l'argent. Hein. Parce que pour l'instant, ils sont déficitaires sur le Game Pass, par exemple. Et juste pour finir, du coup, on parle quand même d'un rachat à 69 milliards de dollars. Donc, c'est pas Ah ouais. un petit rachat. C'est un très, très, très gros rachat. Ensuite, la deuxième news pas très cool qui s'est passée, ça c'est une news 100% française, donc on est content et pas content en fait. Donc ça fait 3 ans qu'il y a des révélations qui sont sorties dans Libération, le journal, sur des employés d'Ubisoft, qui auraient notamment des gens haut placés, qui auraient harcelé aussi bien moralement que sexuellement des collègues, avec une ambiance assez toxique en interne. Et ce mois-ci, 5 personnes ont été placées en garde à vue au parquet de Bobigny. Donc ces 5 personnes ne sont plus en poste au sein d'Ubisoft, hein, c'est déjà des personnes qui avaient été virées suite aux révélations. Mais ça continue quand même de prouver et de montrer que Ubisoft ne va pas bien. Alors aussi bien au niveau de ses sorties qu'au niveau du travail d'équipe, on est un peu dans une logique de rentabilité, mais aussi dans une logique de harcèlement moral, de crunch. Donc on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter, mais on a quand même des gens qui étaient très haut placés chez Ubisoft qui sont de nouveau convoqués par les policiers avec, je cite apparemment les policiers, qui disent qu'il y a... Alors ils disent, ce dossier est très particulier parce qu'au-delà des simples comportements individuels, il révèle des violences sexuelles systémiques. Ça fait 22 ans que je fais ce métier, c'est la première fois que je vois un travail aussi conséquent de la police judiciaire sur des dénonciations de cette nature. Dans la plupart des affaires d'agression et de harcèlement, c'est une personne parfois couverte par son supérieur. Ce n'est pas aussi institué que ça l'était chez Ubisoft. Toujours un plaisir, les boîtes françaises. C'est ça, toujours un plaisir. Donc on attend d'en savoir plus. De toute façon, être convoqué au parquet de Bobigny, ça ne veut pas dire que tu es coupable. Mais bon, malheureusement, je pense que ça va pas dans le bon sens. Et on espère quand même que depuis le temps, Ubisoft a le temps de faire un petit peu le ménage dans ses rangs pour avoir des gens plus sains et du coup des équipes qui pouvaient travailler dans de meilleures conditions. On l'espère. On espère. Et en plus, ça rejoint la news juste avant, puisqu'on rappelle quand même que Activision Blizzard, le PDG actuel, c'est Bobby Kotick. Bobby Kotick, c'est l'un des PDG les mieux payés du monde, voire le PDG le mieux payé du monde, et qui en plus a été accusé récemment de cacher les harcèlements en interne et de privilégier une culture hyper toxique pour favoriser une espèce d'emprise sur ses employés. Donc on espère aussi que le rachat de Microsoft servira pour dégager ce type. En dernière news, pour finir, un troisième pont du jeu vidéo, on a eu des nouvelles récemment, Epic Games a viré 830 employés. Donc 830 employés qui ont été licenciés. Donc on parle d'environ 16% de l'effectif total de Epic. Donc c'est énorme. On se rend pas Ah bien oui, compte. c'est 16. Oh, putain. 16%, c'est énorme. Donc, Tim Sweeney, qui est le PDG de Epic, il a expliqué cette décision en disant que les dépenses internes étaient supérieures aux revenus.
Donc, quand tu as des dépenses internes qui sont supérieures aux revenus, il faut commencer à se poser des questions. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise gestion en interne parce que Epic, c'est Fortnite et Fortnite, ça rapporte de l'argent. Maintenant, l'une des justifications du PDG, c'est que, tu sais, tu en parlais tout à l'heure, ils ont mis en place les codes créateurs. Où en gros, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez créer des maps sur Fortnite, des modes de jeu, etc. Et quand les gens font des achats, pas que d'ailleurs, mais quand les gens font des achats, ils peuvent mettre un code créateur. Donc, c'est un code que vous proposez qui est lié à T'as même pas besoin de créer quoi que ce votre soit, compte. Voilà. c'est créateur de contenu, code C'est créateur ça. de contenu, Tu ça peux a mettre rendu youtubeur, riche enfin, des enfants, vraiment. c'est ça. Et du coup, ça leur fait, d'après apparemment Tim Sweeney, ça leur fait des revenus en moins. Donc, déjà, moi, ça me fait un petit peu rire. Je pense qu'il faut surtout plutôt aller voir via une très mauvaise gestion des revenus, comme je disais, mais une mauvaise gestion qui est due en partie, à mon avis, à des événements. Tu sais, sur Fortnite, ils font des événements où ils invitent des grosses stars, etc. Oui, C'est des oui. événements qui coûtent mais des millions. On sait aussi que là, justement, comme tu dis, il y a les Worlds qui ont été remis en avant, donc il va y avoir des cash prizes, etc. Donc ça aussi, ça leur coûte très cher. Et Ouais, puis je sais pas puis, comment sont négociées les licences à chaque fois qu'ils utilisent, mais ça doit coûter un bras de prendre Naruto et autres licences. bah, tout à fait, en fait, c'est ça le problème, c'est que en fait, on se rend compte que pour garder la hype autour de Fortnite, Epic est en train de claquer beaucoup d'argent et est-ce que ce serait pas le moment un petit peu de lever le pied? Parce que là, on parle quand même de 16 de l'effectif qui s'en va. C'est bien beau d'avoir des jeux qui marchent, mais à un moment, il faut pouvoir, continuer à travailler et à proposer des choses puisque Oui, c'est Fortnite ne sûr, sera parce pas que éternel. exactement, des jeux qui marchent, il y en a eu un, enfin, il y en a eu d'autres dans Epic, mais récemment, il y en a eu un, maintenant, faut réagir, Exactement. faut rebondir même. On a aussi un petit truc, alors moi je pense que ça a dû jouer aussi. Ils ont quand même été condamnés, Epic, il y a pas longtemps, notamment condamnés pour avoir trompé les consommateurs en ayant volé et tripaturé des données personnelles, notamment de mineurs, via leur compte. Donc ils ont été saisis par, la Federal Trade Commission, la FTC, qui sont en gros les gendarmes un peu, du commerce et de la consommation aux États-Unis. Et du coup, Epic Games a été forcé à accepter un deal qui parle de 275 millions de dollars d'amende pour avoir collecté illicitement des données personnelles de mineurs et 245 millions de remboursements aux consommateurs à la suite d'achats involontaires causés par des interfaces délibérément trompeuses. Donc, parce qu'en fait, Epic, ils ont des boutiques intégrées sur leurs jeux, notamment sur Fortnite, et il y a eu pas mal de bugs, soi-disant, où tu pouvais cliquer pour voir un objet, etc., ou cliquer pour essayer. Normalement, c'est comme ça en tout cas que c'était fait, où tu cliquais pour ensuite aller voir le pack de costumes ou je ne sais quoi. Et hop, ça l'a acheté. Et hop, ça l'achetait. Ah bah, c'était trop tard. Tu es allé trop vite. Trop tard. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont. Enfin, je pense que Epic va devoir commencer un peu à se poser les bonnes questions, parce qu'ils ont aussi leur moteur de jeu vidéo, le- c'est Le Unreal Engine? le Unreal Engine, merci. Et donc, il va falloir peut-être se tourner vers toutes ces choses-là, au lieu de continuer à créer des événements et à dépenser l'argent n'importe comment. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la chaîne Twitch de Gautoz, Gautoz, qui parle beaucoup de politique dans le jeu vidéo. Donc, je vous recommande cette chaîne et je vous recommande aussi d'aller lire les articles de Canard PC qui traitent d'Ubisoft, de Epic, toutes ces choses-là. C'est un des derniers sites de jeux vidéo que je peux vous recommander qui essaie de faire un travail de fond. Donc, allez-y si ça vous intéresse. Merci Axel pour ces 3 news pas les plus agréables dans le monde du jeu vidéo. Voilà, cette introduction sur l'e-sport et l'actu était un petit peu longue, mais on va passer tout de suite rapidement aux sorties qui nous ont marqué un peu ce mois-ci. La première quand même qu'on peut mettre en avant, c'est Assassin's Creed Mirage, je pense, justement par nos amis d'Ubisoft. Euh, Personnellement, j'y ai pas joué. Je sais pas si tu as joué toi Axel, si tu as pu mettre les mains dessus. Bah non, bah on hésitait de toute façon, hein, tous les deux, j'ai l'impression à y jouer. On hésitait même à en parler, mais au final, Ouais. on s'est pas décidé puisqu'on a vu un petit peu les retours des joueurs et c'est peut-être pas ce qu'on attendait du jeu. Enfin, de Bah, ce Assassin's Creed. entre guillemets, je trouve qu'ils ont pas vraiment vendu autre chose qu'un jeu basique à l'ancienne, et c'est ce qui retourne dans les retours, quoi. Il y en a qui sont satisfaits, Mhm. et ceux qui voulaient un peu plus, le sont pas. Donc bon, voilà, pour Ouais, moi perso, je suis pas prêt, enfin, je suis pas pressé de le faire. Je le ferai peut-être un jour, mais quand moi ce non sera plus. gratuit sur l'Ubisoft, une offre Epic Games justement, ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense que ce sera la bonne occasion sur le Game Pass, s'il sort sur le Game Pass. On a eu ensuite, plus léger, Super Mario Wonder qui est sorti le 20, la semaine dernière. Personnellement, je l'ai acheté, j'y joue avec, ma compagne là depuis quelques jours. Très sympa, Mario 2D classique après. Faut pas s'attendre à des trucs de fou. Évidemment, il y a des nouveautés, des petites choses à choper, des petits changements de gameplay. Mais voilà, c'est ce qu'on aime, je m'attendais pas à plus, donc je suis content.
Ouais, moi j'ai pas eu l'occasion encore d'y jouer, mais j'attends d'avoir du temps en fait. Comme je viens de finir enfin Baldur's Gate 3 et je repars sur un nouveau jeu, donc on verra. Super Mario Wonder, je le mets de côté, mais je sais que je vais finir par y jouer. Ensuite, dans quand même peut-être le plus gros, allez, avec Assassin's Creed, le plus gros jeu de ce mois-ci, Marvel Spider-Man 2, donc exclu PS5 pour le coup, donc pareil, nous ne sommes pas heureux détenteurs d'une PS5, donc Malheureusement. j'ai pas pu y jouer. J'ai vu Moi non des plus. des streams et j'ai des potes qui ont joué aussi. C'est ce que j'ai vu, c'est que si tu t'attendais à avoir comme le 1 et que tu as kiffé le 1, tu kifferas le 2. Oui, c'est de toute façon, tout se repose beaucoup sur une espèce de recette entre, les Batman Arkham Asylum et un gameplay de déplacement à la Spider-Man qui a l'air hyper fun, encore plus fun d'ailleurs dans le 2. Alors moi, je suis Oui. assez v j'ai pas trop regardé, j'ai pas voulu me spoiler, enfin j'ai pas voulu me divulgacher, donc pour l'instant, je m'épargne, mais j'ai très envie de le faire. Dès qu'il sort sur PC, je sais que je vais me jeter dessus. Ouais, moi perso, j'ai pas fini le 1, je me faisais un peu chier, c'est le terme. Je trouve qu'il y avait trop de collectibles pour un peu rien. Donc bon, les combats étaient sympas, mais j'ai trouvé ça un peu trop répétitif. Ouais, Le 2 a l'air, classique, hein. voilà, le 2 a l'air dans la même veine, c'est pas un mauvais jeu, loin de là, mais personnellement, Ouais, pas le jeu je de l'année pour moi, quoi. mais non, de toute façon, on a fait un épisode entier sur le jeu de l'année, Ouais, donc exactement, pas de souci. exactement. Ensuite, un petit jeu Nintendo qui est pas piqué des hannetons. Je sais pas si vous vous souvenez de F-Zero qui existait sur, Nintendo 64, sur GameCube et sur, d'autres plateformes de Nintendo. Et bien ils ont sorti à l'image de leur Tetris, 99, F-Zero 99, qui est un battle royale, de course où, où c'est en design pixel, hein, ça n'a pas changé depuis l'époque, mais on peut jouer sur sa Switch à 99, en ligne, donc c'est très sympa. Il y a des streamers qui s'écharpent dessus, et qui crient bien, donc j'ai Ouais. plutôt aimé ce Alors, truc. petite anecdote, donc moi je joue pas mal, là j'ai arrêté, mais j'ai beaucoup, beaucoup joué à sa sortie parce que ça a shadow drop, pendant une conférence de Nintendo et je me suis retrouvé plusieurs fois à jouer contre, Mister V justement. Pendant qu'il était en stream, je me suis rendu compte qu'en Mister fait j'étais dans MV. sa Mister MV pardon et du coup je me suis Mister rendu MV, compte pas pendant qu'il était en stream que moi j'étais dans sa partie parce que je l'ai vu enfin je voyais son nom s'afficher en dessous de moi en plus, alors paraît qu'il est pas mauvais. Donc ouais, franchement le jeu est hyper bien, c'est du faux pixel art en fait, c'est de la 3D où ils ont appliqué, des espèces de patchwork, pixel art, mais c'est top. C'est hyper fun, c'est hyper rapide. Après faut pas être épileptique, quoi. Dernière sortie assez importante qui sort, demain à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est Alan Wake 2. Donc c'est quand même une assez grosse sortie malgré un peu l'espace entre le premier et le 2, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Moi j'ai pas joué au premier justement. Axel, je sais que tu as joué et que tu attends beaucoup le 2. Bah, écoute, là, donc on enregistre, il est quelle heure? Il est 19h, on est le 26. Les notes viennent de tomber, donc moi j'attendais vraiment parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai discuté un petit peu avec un des rédacteurs de IGN qui disait qu'ils avaient toujours pas reçu, la copie du jeu il y a quelques jours, donc ça va être compliqué de proposer un test à la sortie et que, du coup, moi je lui ai dit: «Ah, est-ce que ça sent mauvais du coup?» parce que souvent quand l'éditeur envoie pas les jeux et tout et il m'a parlé d'une très mauvaise organisation en interne du studio, mais pas d'une volonté de cacher le jeu et donc les notes sont tombées aujourd'hui et ça a l'air excellent. C'est-à-dire que si Baldur's Gate n'était pas le jeu de l'année, je pense que ce jeu le serait. C'est apparemment le survival horror de ces 10 dernières années. Le premier jeu Alan Wake qui était sorti il y a 13 ans, il me semble, moi je l'avais fait et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le studio qui fait ça, c'est Remedy, je crois. Remedy, en fait, ils l'ont pas dit aux joueurs, mais depuis le premier Alan Wake, ils créent avec leur jeu, donc ils ont 3 licences, Alan Wake, Quantum Break et Control et en fait, leurs 3 licences sont un univers partagé. D'accord? Ou pour faire simple, on va avoir une espèce d'univers un petit peu fantastique où en plus d'avoir, des sortes de démons, on a des, objets qui vont être possédés par des forces un petit peu obscures et donc qui vont, du coup des objets qui vont avoir des particularités, un peu comme pour ceux qui auront la référence, la fondation SCP et donc en fait, ils ont avoué il y a 1 an que leur univers était partagé, notamment avec leur dernier jeu que j'ai fait qui s'appelait Control, qui est excellent, que je vous conseille tous et du coup, c'est un jeu qui va relier tous ces univers, qui va proposer 2 gameplays différents, donc un avec Alan Wake et un avec une enquêtrice un petit peu à la True Detective, c'est-à-dire une enquêtrice qui va, aller, un petit peu à la campagne, dans une ambiance un petit peu Twin Peaks, alors de loin, quand même un petit peu plus crado et du coup qui va aller mener l'enquête pendant que Alan Wake, lui, va aller explorer les tréfonds du paranormal. Donc moi j'ai hyper hâte. Là, ça sort demain, je pense qu'on en parlera le mois prochain parce que je vais y jouer. Eh beh, parfait, ça se voit que tu as hâte et
Je pense que je regarderai plusieurs retours et peut-être que je me le prendrai carrément parce que tu fais envie en tout cas. Dernière petite sortie jeux vidéo, on va mettre 2 jeux ensemble, des jeux de gestion simulation. Perso, c'est vachement mon style, je les attendais beaucoup et j'ai déjà commencé les 2. Bon, évidemment, je peux pas jouer à tout en même temps, donc j'ai pas trop avancé. C'est Total War Pharaon et City Skyline 2. Très rapidement, Total War Pharaon, c'est comme les autres, c'est comme Total War avant, les graphismes n'ont pas évolué, c'est juste des nouvelles civilisations, donc les Égyptiens, c'est cool, si on aime, c'est toujours pareil, les jeux sont toujours bien, et voilà. City Skyline, pour le coup, ça faisait longtemps que le premier était sorti, c'était en 2015. Là, on a le 2 qui sort. Donc, si on aime les jeux de simulation, de création de ville et qu'on est un petit peu complexionniste comme moi, on va adorer. Il y a plein de choses à faire, il y a plein d'outils. Par contre, il y a un gros problème à la sortie, c'est vraiment l'optimisation. Je suis désolé, mais on peut pas sortir en 2023 un jeu comme ça. Dès qu'on arrive sur une ville un peu grande, l'ordi commence à péter un plomb, ça souffle de partout. Et c'est pas que moi, j'ai vu des tests avec des cartes graphiques bien meilleures que les miennes. Et tout le monde souffre autant. Donc voilà, le jeu est cool, vivement les patchs pour pouvoir en profiter à son plein potentiel. Mais personnellement, c'est 2 jeux sur lesquels je vais passer pas mal de temps. On enchaîne avec les sorties BD de ce mois-ci. Pourquoi je parle des sorties BD? Parce que ce mois-ci, il y a quand même 2 sorties qui sont assez mythiques en France, et il y en a une autre qui arrive tout début novembre là. Donc c'est des trucs un peu de notre enfance. Un truc de notre enfance, un truc un peu moins. Le premier, c'est Titeuf, le tome 18. Ça, pour moi, c'est un classique, notre classique, nous qui sommes nés dans les années 90 et qui avons grandi avec lui. En tout cas, personnellement, moi, j'adore Titeuf. Ouais, Celui-ci pareil. s'appelle Suivez la mèche. Il est toujours dessiné et scénarisé par Zep. Ça n'a pas changé. Donc, toujours le même personne aux commandes. Ensuite, deuxième sortie un petit peu plus, même beaucoup plus classique et un petit peu plus ancienne, c'est le tome 40 de Astérix, qui s'appelle L'Iris Blanc. Donc lui, Ouais. il est sorti dans le mois aussi. Donc c'est plus évidemment les deux, le scénariste et le dessinateur d'original, Uderzo et Goscinny, puisqu'ils sont tous les deux décédés. C'est des Mhm. nouvelles personnes. Le dessinateur est américain. D'accord. Le scénariste est français. Il s'appelle Fab Caro. Ça a l'air cool. Franchement, Ah, j'ai tu lu connais plusieurs Fab choses. Caro ou pas? Moi, je connais pas plus que ça. C'est un auteur de BD qui fait, moi j'appelle ça des BD à dialogue de merde. C'est des BD où c'est des cases qui se répètent et c'est que des trucs absurdes. Et donc c'est du comique vraiment découpé et pensé pour des pages BD comme un Titeuf Paulette ou un Astérix, et avec des mini-gags. À la base, c'est ça, ces BD. Il est hyper productif. Il a fait des choses avec Éric Judor, etc., avec pas mal Bon, bah, d'auteurs. Donc je pense que ça va être fun en tout cas. je m'inquiète pas trop pour l'humour du tome, alors, du coup. Yep. Et ensuite, le 3 novembre, donc bientôt, il y a une de mes BD coup de cœur de mon enfance, je crois encore plus que Titeuf, qui sort, c'est Kid Paddle, un nouveau tome qui s'appelle, petit clin d'œil, Love, Death and Roblox. Roblox qui sont les monstres un peu dans... Les Blorks qui sont les monstres un peu dans Kid Paddle. Donc voilà, je vous conseille tout ça. Euh, c'est des bons souvenirs, ça reste qualitatif. Et pour les enfants, Kid Paddle et Titeuf, c'est incroyable. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Kid Paddle, je savais même pas que ça continuait à sortir. J'avais Et vu si, en librairie que Game Over avait continué son autre licence, mais je savais pas du tout que et Kid si, et Paddle si jamais vous Classique voulez continuait. suivre Midam, le dessinateur de Kid Paddle sur Twitter, il met plein de petits dessins où il dessine dans son style les Pokémon, des trucs de manga, de BD et tout, c'est vachement Ah, drôle. sympa. Ouais. Ensuite, en sortie manga, Axel, je te laisse la main, parce que pour le coup, moi, j'ai pas trop de nouvelles sorties qui m'ont marqué, que j'ai vues. Je sais que t'es plus dans les trucs Bah, deep. ouais, alors ça va pas être une sortie très deep cette fois-ci, ça va pas être hyper exhaustif parce que j'ai une sortie manga dont tout le monde parle, donc je me disais que c'était intéressant d'en parler. Ça s'appelle Akane Banashi. Voilà, Ah, ça j'ai commence vu, bien. ça j'ai vu. Voilà. Donc, alors je vais vous lire le synopsis, ça sera plus simple pour que vous compreniez un peu ce que c'est. Pour la jeune Akane, son père taureau est doté d'un incroyable pouvoir. Assis seul sur scène, il est capable de donner vie à une multitude de personnages différents, armés uniquement d'un éventail et d'un carré de tissu. En gros, Akane Banashi, pour faire simple, c'est un manga sur l'art du rakugo. L'art du rakugo, c'est quoi? C'est un art théâtral où tu es muni uniquement d'un éventail, d'un carré de tissu, ou un petit peu plus de choses, ça dépend, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, c'est son père qui fait ça, et elle va se trouver une passion pour cet art, et du coup, on va la suivre au fur et à mesure de ses aventures, dans ses péripéties. Donc, c'est un mélange, si j'ai bien compris, un petit peu shonen et un petit peu tranche de vie. C'est dessiné par Mue Takamasa. En cherchant, je crois que c'est son premier manga, en tout cas édité. Et au scénario, c'est Suena Gayuki. Et je crois que c'est aussi
son premier manga édité. Donc, écoutez, on va suivre ça de près. Il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis ce mois-ci. Les dessins sont vraiment très beaux. Moi, j'ai commencé à lire. J'attends d'en voir plus parce que c'est pas forcément le genre de manga que je lis à la base. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un petit peu comme les mangas de sport ou les mangas sur des jeux de société un petit peu obscurs, tu n'as pas besoin de vraiment comprendre, de quoi ils parlent Non. pour passer un bon moment de lecture, en fait. Et d'autant plus, je pense que ça va peut-être créer des passions, en fait, des gens qui vont du coup finir par s'y intéresser comme le Go l'a été avec Hikaru no Go avant. Donc, je vous conseille de suivre ça de très près. Ça s'appelle Akane Banashi. Autre chose en manga animé? En animé, je vous conseille fortement d'aller suivre Free RN. Ça vient de commencer, l'animé vient de commencer, c'est dispo sur Crunchyroll. C'est un manga qui est édité au Japon depuis 2020. C'est dessiné par Abe Tsukasa et au scénario, c'est Kanehito Yamada. La particularité de cet animé et de ce manga, c'est qu'on va suivre une jeune elfe qui est magicienne, qui en fait, on va la retrouver donc épisode 1, je vais vous résumer un petit peu l'épisode 1, vous divulgacher histoire que vous compreniez. Épisode 1, elle finit sa quête avec ses compagnons, en fait, une quête qui a duré 10 ans pour tuer le chef des démons. Ok, donc on est dans un univers à la Seigneur des Ados. Et elle, pour elle, ces 10 années sont passées hyper vite, parce que comme tout le monde le sait, les elfes vieillissent beaucoup plus lentement que toutes les autres races dans les univers fantastiques. Et donc pour elle, cette aventure s'est finie hyper vite. Elle va pas abandonner, mais les héros vont chacun aller dans une direction différente, notamment elle, et elle va aller 50 ans plus tard essayer de retrouver ses anciens compagnons. Sauf enfin, elle se fait surprendre parce qu'en fait, elle ne se rend pas compte, parce que 50 ans pour elle, c'est rien du tout, mais pour ses compagnons, bah, c'est une vie en fait entière. Et du coup, elle retrouve ses compagnons en fin de vie. Et les fait de les voir, et bien, du coup, mourir, ça va la faire se remettre en question et elle va aller s'intéresser, ça va lui créer une espèce de volonté de s'intéresser à ce qui motive les humains, le fait qu'ils aient une vie un petit peu, voire carrément beaucoup plus courte qu'elle. Donc, on va suivre cette jeune elfe dans ses péripéties et en fait, elle va retracer son ancien parcours qu'elle avait fait pendant 10 ans avec tous ses camarades. On va la suivre dans le parcours inverse, en fait. Et c'est vraiment très bien. Le manga, j'ai pas lu encore. Moi, j'ai pas eu l'occasion de mettre la main dessus. Par contre, j'ai regardé l'animé. Il y a 8 épisodes qui sont sortis pour l'instant. Et c'est vraiment très bien. Déjà, c'est magnifique. On dirait, franchement, on est à la limite du Ghibli sur certains plans. C'est vraiment très, très beau, très, très fin. Les musiques sont superbes. Et surtout, c'est un rythme vachement plus posé. On est sur quelque chose de très mélancolique. On n'est pas du tout sur quelque chose de shonen ou de hyper action. Et pour l'instant, dans cet épisode, j'ai eu 2 énormes scènes d'action et franchement, la deuxième, ça fait très longtemps que j'avais pas pris une claque comme ça, quoi. Vraiment, c'est pas juste, «Oh là là, c'est très bien animé. Oh là là, c'est de la bagarre, très, très bien». Non, non, c'est une chorégraphie, un sens des couleurs, de la mise en scène qui est vraiment au-dessus. Et ma toute petite recommandation aussi, ça s'appelle Fog of the Five Elements. C'est un studio chinois qui fait ça. C'est un studio qui s'appelle Samsara Studio. Et c'est un animé qui est sorti il y a 2 ans déjà, enfin, c'est un animé qui avait commencé sa première saison il y a 2 ans. Il avait sorti 3 épisodes d'une demi-heure et là, ils ont sorti, une saison 2 en 4 épisodes de entre une demi-heure et 45 minutes, je dirais. Et je vous conseille d'aller voir, je vous en dis pas trop, c'est, les plus on va dire que c'est l'animation la plus impressionnante que j'ai eu l'occasion de voir. C'est tout en encre, chinoise et tout en aquarelle. Donc je vous conseille d'aller jeter un œil si vous êtes fan, si vous êtes fan d'animation parce que c'est sublime. OK et beh, franchement, toutes ces recos, animés, avec ça, vous pouvez vraiment, vraiment découvrir. Je vais passer à une petite news musique rapide. Il y a pas grand-chose qui m'a marqué moi ce mois-ci. Il y a quand même Drake qui a sorti son nouvel album. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste Drake. L'album s'appelle For All the Dogs, donc pour tous les chiens et quand même, il a battu un sacré record. Il a égalé plutôt un sacré record, celui de Michael Jackson qui avait 13 morceaux classés numéro 1 dans l'histoire du Billboard, le fameux classement à 100 morceaux. Il y en a eu 13 qui sont arrivés numéro 1, et là, avec un nouveau morceau dans son album avec J. Cole, ça y est, Drake aussi, 13 morceaux qui ont été classés numéro 1 du classement. C'est quand même quelque chose, hein, c'est quand même... Ouais, voilà, carrément, c'est c'est un mec impressionnant, hein. il a battu encore des records de stream sur Spotify, enfin, c'est un sacré artiste, quoi. Une belle carrière malgré tout. Ouais, puis un sacré, businessman aussi, si Ah je ça puis oui, dire. donc ça, clairement. Surtout avec Nike en ce moment, il est à fond dedans, il commence à remplacer un peu, entre guillemets, Travis Scott sur les sorties un peu hype.
Mmh. Donc il est bien dans le D'ailleurs, business. est-ce que c'est pas Drake d'ailleurs qui est en train d'étudier pour, protéger sa voix des IA? C'est pas ça, c'est pas lui? J'avais cru Peut-être. voir une news J'avoue que j'ai passer pas dessus, la j'ai pas le truc. voilà, on vous en reparlera peut-être, mais apparemment oui, il serait en train de monter quelque Pas une chose mauvaise idée en tout cas. pour contrer ouais, pour protéger sa voix absolument, quoi. Parce que je comprends, c'est son métier, enfin c'est son gagne-pain. Allez, on passe à l'écran, aux séries et au cinéma. D'abord les séries, les sorties de ce mois-ci, il y en a eu pas mal quand même. Certaines que j'ai vues, certaines qu'Axel a vues, certaines qu'on a vues tous les 2. Et la première que je dis, c'est la saison 3 de Lupin. Voilà, c'est très classique. C'est Lupin saison 1 et 2 à la saison 3. Il y a pas de folie. C'est toujours sympathique, on va dire, quoi. Ouais, tu Ça as met en regardé? Moi, avant un peu, j'avoue que j'avais pas été convaincu par la saison 2, donc je me suis pas encore lancé dans bah, la je passe pas saison un mauvais 3. moment. Voilà, Ouais, je regarde le truc, c'est sympa. ouais, c'est Omar Sy comment on dit? Bah, qui joue Omar Sy, quoi, en fait. Ouais, c'est C'est ça, mais c'est ça met ça. en avant un peu les Français, écoute, c'est plutôt bien. La saison 2 de Loki aussi sur Disney+, qui est sortie. Alors ça, par contre, j'ai pas eu le temps de regarder. J'avais bien aimé la saison 1, Pareil. une des rares séries Marvel que j'avais appréciées. Et tu as Et pas eu l'occasion du tout de mater la saison 2? pas encore, non. Parce que moi, j'ai lancé l'épisode 1 et je me suis endormi. Donc il faut que je le relance, mais c'est pas hyper bon signe. C'était lent, hein. Oh là là, les 15 Ouais. premières minutes, oh, c'était Après, lent, la donc saison j'attends 1 de était voir. lente aussi au début, donc Ouais, à j'attends de voir. voir. Moi, ouais, Mais bon, de je m'avance pas trop. toute façon, c'est pas les séries Marvel, pardon, sur Disney+, sont pas incroyables. Ouais, Marvel est pas à son top en ce moment, de toute façon. Sur Amazon Prime, je sais pas si c'est fini, mais en tout cas, c'est sorti ce mois-ci, c'est en cours de production. C'est le petit spin-off de The Boys, pour nous faire patienter avant la saison 4, qui s'appelle Gen V, Génération V, Mmh. et qui est justement entre la saison 3 et la saison 4, et qui parle d'une, comment on appelle ça, d'une promotion de Les lycéens, super-héros. enfin ils sont un peu plus vieux que des lycéens, voilà, dans l'école des super-héros de l'entreprise Vault, qui crée le fameux, Composant sérum V. V. Ouais, c'est ça Du coup, exactement, tu as pas du tout leur V. regardé, toi? Non, j'ai pas eu le temps encore non plus, mais je materai parce que j'aime beaucoup The Boys, j'adore l'humour de The Boys, franchement, je suis un vrai client de The Boys, donc Ouais, c'est pas mal. Après, pour l'instant, je trouve ça un peu vulgos, pour rien. Je trouve que des fois, ça joue un peu sur la carte teenage, mais en même temps, ça se veut plus teenage, donc c'est plutôt oui, logique. après The Boys, c'est un peu vulgaire pour rien des fois aussi. Ouais, mais là, quand je te dis que c'est encore plus vulgaire pour rien, bon, déjà, ça te donne un peu le ton du truc, quoi. Oui, c'est clair. Petit documentaire en 4 épisodes qui est sorti sur Netflix, si vous aimez le foot et aussi les people. Il y a Beckham qui est sorti. C'est sympa, ça retrace sa carrière sans faire de folie. C'est assez lisse, hein, comme documentaire. Moi, je suis fan de foot, j'aime beaucoup ce joueur, donc j'ai bien aimé. Je le conseillerais à ceux qui veulent le regarder, mais c'est pas non plus un gros Ouais, conseil. plutôt fan du sportif que de l'homme, quoi. Tout à fait. Après, l'homme est pas dégueulasse, hein. Il est juste très people et il aime les caméras, quoi. Mais Mmh. après, il y a des histoires d'adultère, etc. Mais comme on n'a jamais le fin mot de ces histoires et qu'ils sont toujours ensemble, c'est assez compliqué de. Ils en parlent pas trop dans le documentaire. Ouais, Ils en bien parlent un sûr. petit peu, mais ils s'y attardent pas. Mmh. Et puis Victoria a une grosse place entre guillemets dans le documentaire. C'est ce que j'ai Donc cru comprendre. J'ai cru comprendre qu'elle se prenait pas mal de balles perdues aussi, de la part de son mari, bon, mais un petit c'est peu, mais, j'ai mais c'est presque envie gentil. de Ça se regarder voit juste que, pour ça, quoi. en vrai, ça se voit qu'ils sont, voilà, qu'ils ont l'habitude de s'en envoyer quelques-unes, quoi. Une petite série qui est sortie sur Netflix, là aussi récemment, en 6 épisodes, si je dis pas de bêtises. C'est une mini-série, donc il y aura pas de saison 2, etc. J'ai commencé, je suis à l'épisode 3, c'est Bodies. J'avais beaucoup aimé le pitch, en fait, de base, qui est que 4 enquêteurs à 4 époques différentes retrouvent le même corps au même endroit, exactement dans la même position, Mmh. etc. Donc voilà, ça se met en place là où j'en suis. C'est un mix un peu entre Dark et autres histoires comme ça, sur les retours dans le temps, des choses comme ça. J'ai pas du tout les clés encore de l'intrigue, donc je pourrais rien vous dire de plus. Mais moi j'aime bien, ça joue pas si mal, c'est sympa, j'aime bien l'ambiance, c'est assez tranquille aussi, faut pas s'attendre à de l'action de fou, mais voilà. Ouais, la réal a l'air plutôt sympa, hein. Ouais, c'est assez léché, c'est à Londres, donc c'est plutôt joli. OK, cool. Un truc qui est sorti aujourd'hui et dont on va pas trop parler maintenant, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais en tout cas qu'on va regarder, ça c'est sûr, c'est l'animé sur Netflix Pluto, donc Pluto Pluto. Ça a été fait par le studio Tezuka Productions, et c'est un des mangas de Naoki Urasawa qui est remis au goût du jour en animation. Ça parle d'un futur un peu néo-futuriste où il y a des robots qui vivent totalement en harmonie avec les humains,
ils ont juste une seule règle, ils ne peuvent pas tuer les humains. Et de là, il y a un meurtre qui est commis, il y a l'enquête qui est confiée à un robot, qui est un enquêteur, et il trouve pas de traces d'humains, donc il y a des on sait pas trop ce qui se passe, c'est un thriller Ouais. un peu science-fiction, ça. Sachant C'est qu'il génial. faut comprendre que ça prend place dans en fait, c'est une espèce d'adaptation très libre de, Astro Boy, qui a été créé par Tezuka. C'est pour ça d'ailleurs que c'est fait par Tezuka Productions et du coup, c'est une réinterprétation du mythe de Astro Boy et plus tôt d'ailleurs, si je me souviens bien, il me semble que c'était un méchant qui apparaissait dans le vieux animé, voire dans les vieilles BD, Astro Boy. OK. Donc voilà, sans trop vous en dire, sans trop vous divulgacher, voilà, le truc c'est qu'on reprend quand même cet univers et il y a du coup Astro Boy qui est dans cet univers et tout ce qui est intéressant, c'est de voir comment il s'approprie tous ces codes-là. Et on va terminer par une dernière série que je n'ai pas vue, que j'ai envie de voir, mais pareil, je manque de temps, il y a trop de choses à voir, trop de choses à faire, vous avez vu les sorties jeux vidéo déjà, l'e-sport. C'est La chute de la maison Usher. Je laisse Axel vous faire un petit résumé et vous donner envie de regarder ça, Ouais, et voilà. tu me laisses surtout dire le nom du réal, non? Parce que Ah, alors donc c'est avec c'est ton accent, réalisé c'est par Mike Flanagan, je l'ai bien prononcé pour une fois et Mike Flanagan, c'est un mec qui est assez habitué de ce genre de série puisqu'en fait, il produit depuis pas mal d'années sur Netflix des séries d'horreur. Là, on a eu, il me semble Horror of the Blind Manor. On a eu plus récemment Midnight Club, que j'avais moins aimé. Et on a eu juste avant Midnight Club la série que moi je vous recommande qui est sur Netflix, s'appelle Midnight Mass. Donc allez-y les yeux fermés, Midnight Mass, c'est super. Surtout le soir d'Halloween, vous pouvez lancer ça, vous êtes sûr que vous avez passé une bonne soirée ou une mauvaise, ça dépend pour qui. La chute de la maison Usher, c'est une série qui est adaptée, c'est une libre adaptation d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Du coup, c'est fait par Mike Flanagan. On y retrouve une famille qui, en fait, est une famille qui est composée, il me semble, de 6 ou de 7 enfants, qui sont les enfants d'un riche magnat du monde pharmaceutique. Tous ces enfants sont morts en l'espace de 2 semaines. Et du coup, on va avoir une double narration. On va suivre ce personnage-là qui raconte la mort de ses enfants, la vérité sur la mort de ses enfants à un journaliste. Et à côté de ça, on va avoir les scènes qui vont se dérouler sous nos yeux, comment les enfants ont disparu, etc. Donc en fait, c'est très prétexte à adapter. En fait, c'est très prétexte. Un épisode, c'est une espèce de petite nouvelle. Donc si vous êtes habitué à lire du Junji Ito ou ce genre de choses, vous n'allez pas être perdu. C'est vraiment un épisode, un truc horrible qui se passe, en gros. C'est très diversifié. J'ai trouvé que la réal était pas mal. Alors la réal, alors c'est un peu habituel avec Mike Flanagan. Tu sais, en ce moment, dans le cinéma d'horreur, il y a une espèce de mouvement qui est un petit peu en train de monter, notamment avec A24. C'est l'Elevated Horror, on appelle ça. C'est OK. l'espèce de film d'horreur, comment dire, un petit peu... pas qui pète plus haut que son cul, parce que en vrai, c'est plutôt Qui des fait bons films en réfléchir. général, qui fait réfléchir, avec souvent une DA assez particulière. Donc, c'est un petit peu le mouvement qu'il y a. Donc, il y a Midsommar, il y a pas mal de films qui sont dans ce mouvement en ce moment. Et en fait, Flanagan, il s'en rapproche sans vraiment en être, parce qu'on est vraiment dans du fantastique, des fois même à la limite du kitsch. On a eu un petit peu de kitsch, par exemple, avec son adaptation de la suite de Shining, qui était Dr. Sleep, où il s'en était occupé, où c'était un petit peu cliché sur certains moments. Donc cette série-là, je vous la conseille. Je vous la conseille pourquoi? Parce que déjà, donc la famille, elle est composée entièrement d'anciens membres, enfin d'anciens acteurs des anciennes séries de Flanagan. Donc en fait, on retrouve que des visages qu'on connaît, des visages qu'on avait envie de voir en plus. Alors pour vous donner une idée, il y a par exemple Carla Gugino. Alors Carla Gugino, pour vous resituer qui c'est l'actrice qui jouait dans Spy Kids, qui jouait la maman dans Spy Kids. Moi, c'est mon référent pour cette actrice. Je sais pas si tu la vois du coup. Je vois Spy Kids, la maman, par contre, j'avoue que c'est un peu loin. Voilà, et bah en gros c'est elle, donc elle est terrifiante dans la série, moi je l'ai trouvée terrifiante, et on a aussi Raoul Coley que je suis pas mal sur les réseaux, c'est notamment l'acteur qui a joué dans iZombie, et c'est un OK. super acteur, donc en fait on a une brochette d'acteurs que si vous avez aimé les anciennes séries vous allez les retrouver, du coup il y a un petit peu de mise en abîme, parce que les acteurs en fait la plupart ils se sont très peu croisés dans les autres séries, du coup là ils se recroisent, ils interagissent ensemble, c'est hyper intéressant. Et il y a on va dire qu'il y a une vraie volonté de mettre en avant des personnages, de mettre en avant de la tension. Donc on est entre le trailer, entre l'horreur. Après, je trouve que la série aurait gagné à être un peu plus courte. Il y a au moins un épisode en trop pour moi. Et surtout, on va dire que sur son dernier acte, de toute façon c'est souvent ça le problème avec Flanagan, son dernier acte a un petit peu du mal à se tenir. Voilà. On va dire que les dernières révélations et on va dire la dernière mise en scène, quoi, un peu pour te faire frémir à la fin de série, quand tu as ce genre de série un petit peu d'horreur ou d'épouvante, on va dire que pour moi, c'était pas satisfaisant. Mais j'ai plutôt apprécié, je vous recommande. Après, c'est des épisodes d'1 heure, et 8 épisodes d'1 heure, ça fait quand même beaucoup. OK.
Bah, je testerai quand même, parce que moi j'aime bien, je sais pas, ma compagne est pas très chaude, hein, mais moi je regarderai quand même. En parlant de trucs longs, je vais enchaîner sur le cinéma tout de suite, donc je vais garder ce truc long pour juste après. Je vous cale juste deux petites sorties qui sont passées dans le mois. On a eu dans le cinéma français Le Règne animal de Thomas Caillet avec Romain Duris et Adèle Exarchopoulos notamment. Alors ça a l'air, je l'ai pas vu pas encore, mais ça a l'air assez intéressant. Ils ont, voilà, il y a un travail vraiment sur le costume et les effets spéciaux, sur une sorte de bête un peu cachée dans la forêt, etc. Je sais pas si t'as vu ou que t'as envie de le voir, Ouais, toi. j'ai vraiment envie d'aller le voir. Faut que je prenne le Ouais, temps, mais j'ai vraiment envie d'aller le voir, ouais. Bah, en fait, ça a l'air d'être un film français qui ressemble pas à un film français et ça ouais, et fait du puis bien. au moins ils tentent quelque chose, quoi. Ouais, clairement. Il y a souvent Romain Duris quand ils tentent quelque chose, hein. Ouais, puis souvent ils mettent Adèle Exarchopoulos, même si elle a un tout petit rôle en gros, tu vois? Sous le Ouais. nom du film. Après, moi je l'aime bien Adèle quand même avec un peu son flegme Ouais. habituel, hein. Si elle pouvait avoir plus de 2 rôles, enfin 2 jeux d'acteurs différents, ça serait bien, mais oui, en C'est vrai, vrai. je l'aime beaucoup quand même. Ensuite, on a The Creator de Gareth Edwards avec le fils de Denzel, John David Washington. Voilà, pareil, j'avais prévu de le voir, il y a eu quelque chose, j'ai pas pu le voir, mais ça me faisait bien envie dans la SF et tout. Les retours sont pas mauvais, donc voilà. OK. Et en dernier film qui est sorti, qui va sortir, pardon, la semaine prochaine, mercredi prochain. Enfin, on a quand même le nouveau film du studio Ghibli, Le Garçon et le Héron, qui arrive, réalisé par Miyazaki père. Donc normalement, aucun doute sur la qualité, aucun doute sur le Ah, scénario. j'ai Je vais très, aller très envie d'aller voir le voir. Ouais, et on va être beaucoup à aller le voir. carrément. Je termine ces sorties cinéma par Killer of the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese, avec notamment DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone, qui joue la femme de DiCaprio dans le film. Alors, vous en avez sûrement déjà entendu parler, vous avez sûrement vu un peu des bandes annonces, vous avez sûrement eu tous le même retour. Pourquoi 3h30 Déjà, En est-ce que c'est effet, bien? c'est, moi j'ai trouvé ça bien quand même. C'est Martin Scorsese qui réalise un film, c'est beau, c'est je me suis pas ennuyé. Il y a quelques scènes qui sont trop longs et quelques segments qui sont trop longs, mais je m'ennuyais pas, notamment. OK. En fait, j'ai trouvé le rythme très bon, mais ce qui se passe à l'écran est pas toujours hyper excitant. Il y a pas de grosses révélations, il y a pas de gros moments d'action, et donc il y a des moments où on peut s'ennuyer. Mais c'est pas à cause du rythme du montage, c'est à cause plutôt de, je dirais, de ce qui se passe à l'écran, qui est, euh, D'accord. qui est assez calme. Pour vous pitcher très rapidement l'histoire, ça parle d'une tribu d'Indiens qui s'appelle les Osages et qui, à la fin des années 1800, ont trouvé sur leurs terres, sur leurs réserves, du pétrole. Du coup, ils l'ont revendu aux Américains. Ils étaient en Amérique, pardon. Ils l'ont revendu aux Américains et ils se sont fait se sont devenus blindés. Donc, c'était la population qui, dans le monde, était la plus riche en ratio nombre d'habitants, argent qu'ils avaient, quoi, dans le monde. Et les Américains se sont dit, c'est bien beau, mais comment cet argent pourrait revenir chez nous? Parce que, voilà, Forcément, quoi. forcément, à un moment quand même, Toujours, voilà quoi, toujours, les toujours. Américains quoi. Et donc on suit DiCaprio qui revient de la guerre 14-18, qui revient dans le ranch de son oncle, euh, Robert De Niro. Il est un petit peu, comment dire, pas benet, mais assez simple, DiCaprio. Voilà, il réfléchit pas trop, il fait les choses instinctivement, c'est pas toujours le bon instinct. Et il va rencontrer une de ces indiennes, qui est jouée magnifiquement par le coup par Lily Gladstone. Et ils vont tomber amoureux. Et évidemment, quand tu te maries avec une indienne, et ben si elle meurt ou d'autres meurent, bah, il y a des héritages. Et donc on va suivre un peu cette histoire qui est vraiment pas drôle et qui est une histoire vraie. Où comment D'accord. ce peuple indien s'est fait Ouais, dépouillé? spolier exactement par les Américains. OK. Ouais, donc gros film quand même, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un gros film à grosse tirade de, de Il y a Leonardo DiCaprio et de Niro qui vont sortir leur meilleur monologue. Il y a des scènes un peu, comme ça, mais c'est assez, je Ça suis joue pas ressorti que un peu sur ça, quoi. voilà, je suis ressorti un peu mitigé. J'avais pas passé un mauvais moment et en même temps, j'étais pas, transcendé. Mais, je conseillerais à ceux qui ont du temps d'aller le voir quand même. On passe pas un mauvais moment, il y a des plans magnifiques. De toute façon, c'est Martin Scorsese et de toute façon, Martin Scorsese, il fait que des films comme ça, hein. Son dernier film, The Irishman, c'était plus long que 3h30. C'était Ah 3h35 ouais! ou 3h36. Il a fait Les Infiltrés qui fait 3 heures, il a fait, d'autres films qui sont très, très, très longs, Shutter Island et cetera. Donc il aime travailler comme ça.
On va terminer ce tour d'horizon des actus par le sport et juste une actu en sport parce qu'on garde quelque chose après sous le coude pour la prochaine, pour les coups de cœur et les déceptions. Une actu en sport, c'est le début de la NBA, qui a commencé le 25 octobre, donc hier tout simplement chez nous quand on enregistre. Et dans ce début de NBA, il y a l'arrivée de Victor Wembanyama, le Français qui a fait numéro 1 à la draft NBA, la coqueluche actuellement des médias NBA, de Twitter, la révélation et comment dire, le mec qu'on attend, qu'on veut voir jouer et tout. Donc il a fait son premier match, il a marqué 15 points, il a fait 5 fautes, donc une arrivée un peu rude, on l'a bien fait, on l'a bien présenté à la NBA, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on parle que de ça. En France, on parle que de ça et on ne suit que ça. C'est assez impressionnant et on a hâte de voir s'il devient ce qu'il doit devenir, c'est-à-dire un joueur incroyable, tout simplement. On espère. De toute façon, il est très, très, très impressionnant. On voit que les équipes sont déjà en train de travailler sur des tactiques pour le contrer. Alors que Ouais, le il mec est tout paraît, neuf, il quoi. paraît. Donc c'est très drôle quand même. En tout cas, ouais, c'est assez impressionnant et vive Wemby et on rappelle qu'il est aux Spurs de San Antonio, l'équipe qui a vu exploser aux yeux du monde Tony Parker. On passe maintenant à nos coups de cœur et nos déceptions, et c'est tout de suite Axel qui va prendre la parole et qui va nous parler de Lord of the Fallen. Oui, alors Lord of the Fallen, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de type Dark Souls. Donc c'était un jeu à la troisième personne où on va jouer dans un univers souvent médiéval fantastique. Donc pas souvent en monde ouvert, plutôt linéaire en général. Et c'est des jeux très durs. Et du coup, on a un jeu qui était déjà sorti en 2014 qui s'appelle Lord of the Fallen, qui avait reçu une critique, mais alors, genre vraiment, les gens avaient trouvé le jeu mais nul. Alors moi, j'avais pas eu le temps d'y jouer. Mais quand j'ai vu que j'avais vu les retours, j'y avais pas touché. Et surtout, c'était un des premiers jeux à sortir juste après, juste avant plutôt la vague de tous les jeux qui voulaient copier Dark Souls. Donc là, les mecs reviennent quasiment 10 ans après. C'est Xworks cette fois-ci qui s'y colle. Le jeu avait pour ambition de proposer quelque chose d'un petit peu différent de Dark Souls, donc s'en éloigner un petit peu. On va vite voir que c'est pas du tout le cas, et même c'est un très 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 gros problème. La particularité du jeu, c'est qu'il a été développé sur Unreal Engine 5, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est le moteur de Epic. Donc c'est le nouveau moteur de Epic qui est censé être beaucoup plus simple pour les développeurs pour arriver à un niveau de rendu très élevé, parce que Xworks, donc le studio qui développe le jeu, c'est quand même pas un très gros studio. Donc moi, j'avais vraiment hâte de mettre la main sur le jeu, notamment parce qu'il y avait une communication qui avait été tournée vers la coop seamless. Donc la coop seamless, c'est-à-dire pouvoir jouer en coopération en ligne, notamment en cross-platform, donc d'un PC à une PS5 ou d'une Xbox, etc. Et en plus de partager son aventure vraiment du début à la fin. Parce que pour ceux qui sont un petit peu habitués à Dark Souls et pour ceux qui le sont moins, on va y réexpliquer, mais dans les jeux Dark Souls, souvent, le multijoueur, c'est limité à des petites zones, à des boss. C'est pas un truc sur lequel... Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion, toi, d'y jouer. Oui, j'ai vu déjà, ouais. Voilà. Donc c'est très limité, on va dire. Et là, le but, c'était en tout cas vendu par le studio comme un mode de jeu où on peut faire le jeu du début à la fin en coopération. Donc moi, je m'étais dit, ok, on s'était prévu une petite soirée avec des potes, on se retrouvait chez un tel, moi je prenais mon ordi, lui sa PS5, etc. Du coup, on s'organise ça le vendredi, alors que le jeu était sorti jeudi. Vendredi soir, j'arrive chez mon pote, on branche l'ordi, etc. Et on se dit, hop, c'est parti, on va se retrouver en ligne. Déjà, ils ont voulu copier Dark Souls, c'est-à-dire que pour pouvoir déjà se retrouver et comprendre via quel menu on peut jouer en coopération, tout est compliqué. C'est-à-dire que rien n'est simple. Les mecs ont été jusqu'à copier Dark Souls et From Software sur ça. C'est-à-dire qu'il faut aller à un feu de camp, parce que tu as des feux de camp du coup qui sont en fait des points de sauvegarde pour avancer, comme le jeu est très dur et que tu meurs très souvent. Du coup, il faut se retrouver au même feu de camp. Tu as pas genre un menu qui s'appelle menu multijoueur, inviter un ami ou ce genre de choses. Non, non, tout est des espèces de phrases liées au lore, donc tu ne comprends rien. Tu ne Tout doit sais être pas. dur comme le jeu. Voilà, exactement. Ça doit être dur comme le jeu. Alors c'est absurde, mais à un niveau, c'est une connerie sans nom. Hein, il faut dire ce qu'il en est. Donc on s'est retrouvé là déjà la galère pour se connecter, puis on lance et on finit par se dire c'est bon, là tout devrait marcher. Au bout de 10 minutes d'attente, on ne se trouve pas, on se dit il y a un problème. Du coup, je me dis, je vais ouvrir Twitter et regarder sur le compte de Xworks et de Lords of the Fallen. Peut-être qu'il y a un problème. Ça peut arriver. Quelle ne fut pas ma surprise, je me suis rendu compte que les mecs, tellement ça buguait, ils ont désactivé l'option. Donc les mecs, 2 jours, donc quasiment, même pas 48 heures après la sortie du jeu, ils ont désactivé la coop en ligne parce que le jeu ne marchait absolument pas. Les retours des joueurs étaient catastrophiques et je vais même aller encore plus loin. Les notes sur Steam à la sortie du jeu étaient inférieures à 50%. Ouais.
Donc en fait, on a un jeu qui a repris un ancien nom d'un jeu qui avait complètement bidé, qui se veut amener des nouveaux concepts et cetera, aller un peu plus loin que la copie, d'un Dark Souls pur et dur qu'il avait proposé il y a 10 ans et en fait, on a un jeu qui ne tourne presque pas sur PC, en tout cas sur des PC, moyen de gamme. Alors moi, j'ai un PC bien, bien bon qui est censé faire tout tourner. Après le premier patch, le jeu laguait. C'est-à-dire que j'ai lancé le jeu, pas de problème. 1 heure après, premier patch, le jeu s'est mis à laguer. Donc c'était très, très compliqué la sortie du jeu. Je vais même encore plus loin parce que mes amis jouaient sur PS5, donc j'ai joué avec eux. Je peux te dire donc il y a 2 modes de jeu sur PS5, tu as le mode qualité et le mode performance. Le mode qualité n'est là que pour dire qu'il propose un mode qualité. Oui, d'accord, je vois. Tu vois? Donc c'est 30 FPS si ce n'est moins et quand ça veut bien, des textures qui pop mais absolument, partout. Enfin, c'est injouable. C'est strictement surtout pour ce type de jeu, c'est juste injouable et le mode performance, le jeu ne fait pas honneur du coup à l'Unreal Engine 5 parce que le jeu est quand même si tu le fais tourner sur un bon PC, il est plutôt beau quand même, ça fait juste pas honneur. L'une des mécaniques quand même sympas du jeu, c'est sa mécanique de l'ombral. Donc l'ombral, en fait, c'est un monde qui se superpose au premier, que tu peux en fait activer via une lanterne que le personnage a toujours sur lui. Donc tu vas éclairer avec la lanterne et en fait tu vas voir un deuxième monde. Donc ça amène des choses un peu sympas. Par exemple, une des choses sympas avec ce gimmick-là, parce que moi je vais l'appeler gimmick, même si j'ai vu des interviews où les développeurs disent qu'ils voulaient pas que ça devienne une gimmick. Je vous l'annonce sur mes 15 heures de jeu parce que j'ai pas eu la force d'aller plus loin. C'est une gimmick. Ça te permet par exemple de passer une porte parce que quand tu éclaires avec ta lanterne, bah, en fait la porte n'est plus là. Mais ça te permet aussi de repérer s'il y a des objets qui pourraient, se trouver dans ce monde-là, s'il y a des monstres que tu pourrais aller abattre et tout. Par contre, la particularité et la seule chose que j'ai trouvé vraiment très bien, c'est qu'en fait les ennemis, tu les vois via la lanterne, les ennemis qui sont dans l'autre monde, mais aussi te voient. Et s'ils te voient et qu'ils se rapprochent suffisamment près, ils te chopent et ils te ramènent dans leur monde. Et là, tu es coincé. Donc ça, c'est une super mécanique, sauf que cette mécanique, en 15 heures de jeu, je l'ai utilisée, 3 fois et que dans le tuto, la première scène, alors je vais essayer de vous expliquer pour que vous compreniez bien les problèmes que j'ai eu avec le jeu. Dans le tuto, l'une des premières actions que tu peux faire avec la lampe, c'est traverser un pont. Et en fait, ce pont n'existe pas, ce pont existe seulement dans l'autre monde. D'accord? Donc, tu as un D'accord. début de pont dans ton monde et tu as la fin du pont dans l'autre monde. D'accord? Et entre les deux ponts, tu as un petit saut de 1 mètre. En fait, pas en longueur, mais en hauteur. Donc, tu tombes d'un petit mètre sur l'autre main. Sauf qu'en fait, en éclairant avec ta lanterne, si tu passes sur la première moitié du pont, eh bien, au moment où le personnage va arriver dans le vide, il lâche sa lanterne. Il ne la tient plus, elle disparaît. Donc en fait, pour traverser le pont, ils sont obligés de t'expliquer une autre mécanique, qui est une mécanique qui te permet, en appuyant sur carré et en activant ta lanterne, de passer dans l'autre monde et du coup d'être bloqué dans l'autre monde jusqu'à ce que tu trouves un point de sauvegarde qui permette d'en sortir. Déjà, la première interaction que tu as avec la lanterne, tu ne peux pas juste éclairer et passer. Donc en fait, moi je me suis retrouvé à vraiment éclairer, à dire mais en fait ça bug. Dès que je veux passer l'autre pont, mon personnage lâche la lanterne, je comprends pas. Donc c'est peut-être moi, hein, je suis un peu de mauvaise foi, il faut dire ce qu'il en est, mais vraiment je j'ai pas du tout été convaincu par cette mécanique-là. J'ai pas non plus été convaincu par la mécanique qui s'agit en fait avec la lanterne, tu as un espèce de joker. Alors sur mes 15 heures de jeu, j'avais le droit à 3 jokers je crois par checkpoint ou par vie et en fait ce joker, il te permet d'aller choper l'âme, du personnage que tu as en face de toi et du coup de le stun, on va dire pendant 5 secondes. Donc c'est Ok. hyper fort, sauf qu'en fait l'animation elle se passe en 3 temps, il sort sa lampe, il la projette en arrière, il chope ensuite l'âme du mec et il la reprojette en arrière. Donc en fait, tu as une espèce d'animation très bizarre, qui est un peu molle, où en fait tu saisis pas bien le timing où l'ennemi va pouvoir te taper ou pas. Donc voilà, ils ont essayé d'apporter des choses. Moi, je trouve que c'est pas suffisant pour vraiment aller taquiner un petit peu Elden Ring ou même les Dark Souls un petit peu plus classiques. Et surtout, au niveau technique, c'est une catastrophe. Donc je vous recommanderais, si vous êtes vraiment fan et que vous voulez vraiment le faire, bah, d'attendre. Parce que ce soit la coop ou le jeu en lui-même, bah, pour l'instant, c'est un petit peu cassé. Voilà. Ok, et ben on prend cette déception, on la garde. Franchement, c'est pas joli, hein. Franchement, ce que tu nous racontes, c'est pas la meilleure expérience de jeu que t'as pu vivre, quoi. Bah, c'est surtout avec toutes les sorties qu'il y a, j'ai envie de vous dire, je pense que vous pouvez passer au-dessus, quoi. On passe à ma déception personnelle de ce mois-ci. C'est entre guillemets une déception, mais c'est plus une déception de cœur, hein, c'est plus que je suis triste. C'est la Coupe du monde de rugby. Alors la Coupe du monde de rugby, elle est pas finie. La finale, c'est après-demain, samedi 28 octobre. La finale, c'est Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Et justement, l'Afrique du Sud nous a éliminé l'équipe de France en quart de finale. Alors, pour remettre un petit peu le contexte, donc c'est une Coupe du monde qui se passe en France, donc c'est quelque chose d'assez rare, hein. La dernière en France, c'était en 2007.
Et avant, la Coupe du Monde de rugby, c'est quelque chose d'assez jeune. Donc, quand même, voilà, c'est super. On a une équipe française qui est vraiment dans le top 3 des équipes mondiales depuis 2-3 ans, qui a hyper bien travaillé sa compétition, qui était prête. Malheureusement, juste avant le début du tournoi, on a un de nos meilleurs joueurs qui s'est blessé, Ntamak. Et ensuite, les poules ont commencé. Donc voilà, la Coupe du Monde, elle a mis en lumière quand même l'écart qu'il y a entre les nations historiques du rugby, donc les classiques Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, les Européens qui sont tous les ans dans le tournoi Destination, et les autres. Et donc il y a eu des branlées, hein, on peut le dire. Il y a eu des écarts incroyables. La France a gagné 96-0 contre la Namibie. C'est juste incroyable au rugby. Ah oui, j'avais pas vu. D'accord. Oui, oui. Bon, il y a eu d'autres scores fleuves hein, d'autres équipes. Mais bon, tout ça s'est passé. On est arrivé en quart de finale, donc entre équipes sérieuses, entre équipes qui savent jouer au rugby. Et la France a reçu les Sud-Africains et ont malheureusement perdu ce match de 1 point d'écart, donc juste un petit point d'écart. Et c'était très compliqué, puisque les Sud-Africains, c'est pas une équipe qui joue magnifiquement bien au rugby en ce moment. Voilà, ils nous ont eu avec des coups un peu de Trafalgar, avec un jeu de coup de pied qui nous a mis dans la galère. On n'arrivait pas à récupérer leur ballon, et eux, ils nous pressaient bien. Et il y a eu les fameuses décisions arbitrales. Je pense que tu en as entendu parler un peu sur Ouais, c'est ce que Twitter, j'allais etc. dire. Moi, je t'avoue que j'ai eu plus enfin, tout autour de la compétition, j'ai suivi ça de loin parce que le rugby, c'est pas forcément le sport qui m'intéresse le plus. Que ce soit de l'entrée de la compétition avec quelques petits problèmes au niveau de certains joueurs, etc. Voilà, des choses un petit peu politiques, on va pas rentrer dans le détail. Et notamment cette fin de compétition qui se finit un peu sur un goût amer, c'est vrai que j'ai l'impression que ça n'a pas été la compétition la plus simple et la plus fun pour les Français, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. En plus, dans la compétition, donc dans le fameux match contre la Namibie, notre meilleur joueur et peut-être le meilleur joueur du monde, l'un des meilleurs joueurs du monde, Antoine Dupont, s'est pris un coup de tête et a eu une fracture de la maxillo-faciale, on appelle ça, l'os qui est juste en dessous de l'œil, là, qui maintient l'œil, tout ça. Ah! Donc il a rejoué en quart de finale, mais il était forcément diminué. Il n'a pas joué le match contre l'Italie en poule entre les deux. Comme il y a une semaine entre chaque match, ça lui laisse plus de temps pour revenir, mais il a joué quand même avec une fracture récemment opérée, et donc forcément peut-être de l'appréhension sur les contacts, peut-être autre chose. Pour revenir à l'arbitrage, voilà, il y a eu des décisions, je les trouve pas personnellement scandaleuses. C'est des décisions qui font mal. Forcément, on perd d'1 point en plus, donc il y a certaines décisions où si elles étaient dans notre sens, eh ben, on aurait gagné ce match, tout simplement. Donc c'est très dur. Mais les Français ont un gros défaut hein, en sport, c'est qu'ils ont du mal à perdre. On sait pas accepter la défaite en France. C'est vrai qu'on est mauvais perdant en général. On est très mauvais perdant. Toujours des excuses. Honnêtement, certes, on aurait dû gagner. Malheureusement, on l'a pas fait. Et ça fait chier, quoi, parce que c'était peut-être la première fois, en tout cas depuis que je fais le rugby, donc presque 30 ans. Enfin, non, excusez-moi. Depuis que je suis né, donc presque 30 ans. Depuis que je suis le rugby, donc à peu près 15 ans. Que voilà, la France avait une réelle chance de gagner, tout simplement. Ils étaient déjà allés en finale, mais avec ils étaient moins favoris. Là, cette année, on était les favoris chez nous. Et ça fait mal, putain. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Et bah écoutez, on attendra une prochaine compétition en France. C'est pas comme si on en avait une l'année prochaine. Non, mais après, même pas en France. Hein. Dans 4 ans, il y a... Ouais. Dans 4 ans, il y a les... Oui, il y a les JO, tu disais les JO pour ça, Les oui, JO de l'année exactement. prochaine, Il n'y aura pas de rugby à 15, mais pour le coup, la prochaine Coupe du Monde est dans 4 ans. Il y a des jeunes dans cette équipe de France, hein, donc ils seront toujours là dans 4 ans. Il y a des plus vieux qui seront plus là, mais l'équipe sera toujours de très bon niveau. Il n'y a pas de rugby au JO? Il y a du rugby à 7, pas à 15. Ah d'accord, donc c'est pas les équipes nationales C'est pas les mêmes comme on a équipes, l'habitude. non, il y a certains joueurs qui font les deux, mais ils sont très rares, etc. Ok, C'est ça un sport marche. un peu, c'est pas les mêmes qualités qui sont mises en avant. On va terminer ces coups de cœur et déceptions par un coup de cœur commun, je pense qu'on peut le dire. On parle tout de suite de la série animée Netflix de Ubisoft qui s'appelle Captain Laserhawk. Tu sais ce qu'il y a de pire quand on vit dans un enfer fasciste et dystopique. Les conneries qu'ils passent à la télé. Allez, c'est parti. Dolph Laserhawk! Votre cerveau et votre corps appartiennent à Eden Tech Military! Je préfère clamser que de bosser à nouveau pour Eden. Du poulet bien grillé! Mouah. Les terroristes, Dolph Laserhawk et Alex Taylor, sont toujours en fuite à l'heure actuelle. Ouvrez le feu! Où est-ce qu'on est?
C'est une putain de grenouille. Je suis la gardienne de la prison Supermax. Je vous ai réunis parce que vous disposez tous d'une capacité unique. Maintenant. Oui, vous avez une bombe dans le crâne. Faites ce genre de conneries et boum. Votre première mission commence demain à 8h. Pour le monde extérieur, vous n'existez plus. J'y suis. Voyons voir. Et rappelez-vous. C'est à moi de décider quand et où vous mourrez. Tu es quelqu'un qui veut mourir, il n'y a rien de drôle là-dedans. J'ai fait la promesse de te protéger coûte que coûte. Vous voulez jouer? Alors on va jouer. Ce monde ne changera pas. Pas avant d'avoir été totalement anéanti. On se met un peu de musique. Boucle là. Ok, d'accord. Captain Laserhawk, de quoi ça parle? Axel, peut-être que tu peux nous faire un petit pitch rapidos? Ouais, alors déjà Captain Laserhawk, c'est même, il me semble qu'il y a un sous-titre, c'est Captain Laserhawk, Oui, pardon. Blood Dragon Remix, c'est ça? Exactement. Quelque chose comme ça. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'en fait, A Blood Dragon, alors pour ceux qui se souviennent, mais là du coup je vais résumer et je vais vous recontextualiser la chose, c'est Blood Dragon, c'était un DLC qui était sorti sur le jeu Far Cry 3. Far Cry 3, c'est un FPS très connu Qui a est très bien sorti, marché, à qui a la très fois bien le jeu marché. et le DLC. Exactement, c'est un FPS d'Ubisoft et c'était un DLC un petit peu plus fun parce que Far Cry ça se prend quand même un petit peu au sérieux. Donc c'était beaucoup plus fun et c'était dans un univers un petit peu à la cyberpunk, quoi, un univers un petit peu Complètement. cyberpunk très délirant. Ils reprennent ce pitch parce qu'en fait ils ont donné toute leur licence à un studio qui s'appelle Bobby Pills. C'est un studio français. Si vous connaissez pas Bobby Pills, c'est un studio qui a l'habitude de faire des animés très 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 différents de ce qu'on a l'habitude de voir, avec des styles graphiques différents d'un animé à l'autre, avec des sujets différents. Je vous conseille d'aller voir Pipoudou sur leur site ou d'aller voir Vermine sur Netflix, qui est une petite série en très peu d'épisodes et des épisodes très courts, avec beaucoup d'humoristes notamment français, etc. au doublage, donc c'est génial. Donc c'est un studio, ils leur ont donné carte blanche, ils leur ont dit on vous donne toutes nos licences, vous faites ce que vous voulez. Donc ils ont recréé un univers, qui est une espèce d'univers connecté à la Ubisoft, où en fait on va y retrouver des personnages de Far Cry, des personnages de Beyond Good and Evil, en fait des personnages de toutes leurs licences, dans un univers cyberpunk un peu post-apo, avec, alors du coup tu as regardé aussi la saison, du coup déjà on peut parler du fait que comme c'est français, tu as l'impression un peu quand même tu vois quand ils dénoncent les violences policières etc. Oui, il y Bon, a- c'est un petit peu d'actualité quand même. Alors exactement, donc c'est 6 épisodes de 20 minutes et justement on suit du coup le capitaine Dolph Laserhawk, qui est un rebelle, si je dis pas de bêtises, en quelque sorte, C'est ça. un rebelle de la société. Donc c'est une société un Cyborg peu aussi. dirigée, exactement. Il est cyborg, il a des implants cybernétiques. Cette société, comme disait Axel, un petit peu connectée, tirée du jeu Blood Dragon. Il y a eu une grosse entité, une grosse entreprise qui définit tout, c'est Eden. C'est Et ça. donc lui, c'est un rebelle contre Eden, en quelque sorte. Et il va lui arriver plein de trucs. On va pas trop. On va pas trop divulgacher, mais on Ça- peut quand même dire que ça prend beaucoup d'influence du côté des derniers films et séries qui sont sortis, notamment typés super-héros. Oui, Par bah, exemple, on peut le dire, son on peut le dire. on Allez, peut on le peut le dire, on va dire que le premier épisode, fin du premier épisode, vous êtes dans Dans Suicide Suicide Squad. Squad. C'est Exactement. Suicide Squad, la fin du premier épisode, mais en fait pas que. C'est-à-dire que ça prend une direction vraiment différente par la suite. Mais tu sens que voilà, ça se fait influencer par tout ça, quoi. Exactement. Et donc ce capitaine Dolph Laserhawk, dans cette Suicide Squad, va rencontrer quelques personnes, en quelque sorte. Notamment Donc, des personnages de Beyond Good and Evil. Exactement. Tout plein de personnages tirés de différentes licences. Ils vont avoir des missions pareilles où on va recroiser des antagonistes et des personnages d'autres licences Ubisoft, notamment un des plus connus, par exemple Rayman, qu'on n'imagine pas forcément trop avec un humain de Far Cry discuter, mais c'est vachement bien fait. Et une des grosses particularités de cette série, comme disait Axel, de cette petite série animée, c'est que ça aborde plein de sujets
à la fois compliqué et à la fois déjanté. Oui, puis sur un Beaucoup ton, trop c'est peut-être même. puis c'est un ton, c'est très, très second degré, c'est-à-dire que les personnages sont 100%. très premier degré, mais tout ce qui se passe, c'est très second degré. Ah Tu oui. as pas peur pour les personnages, enfin voilà. Tu as quand même, on va pas trop en dire, on va pas trop divulgacher, mais on a quand même notamment, il me semble c'est l'épisode 4, une très grosse surprise avec une scène d'action, mais qui sort de nulle part et qui pour les fans de certaines licences de Ubisoft, je pense que vous allez vraiment apprécier. Parce qu'on Carrément. sent que le studio, ils se sont fait plaisir. Vous avez des scènes, franchement, moi j'étais comme un fou devant mon canapé, j'ai dit mais c'est pas possible. Et si on peut divulgacher un truc, voir Rayman manger des sushis et prendre de la coke sur le cul d'une femme vache, je pensais pas qu'un jour je dirais cette phrase, quoi. Donc Oui, c'est un c'est peu sûr, trashouille, et quoi. vraiment ils se prennent pas au sérieux. Par exemple, il y a un personnage, il est un peu français, et beh, forcément c'est une grenouille. Parce que les Français, évidemment, ils sont connus pour manger des cuisses de grenouille tous les 3 jours Bien sûr. au repas du midi, évidemment. Classique, classique, on sait, on Donc sait. il s'exprime avec un accent, et cetera. Il lâche des fois des petits putains, des petits mots en français. Voilà, et Ubisoft, ils ont mis tout leurs univers et tout leur DA en général là-dedans. Et c'est vraiment cool, en tout cas, l'avis général, voilà, c'est un coup de cœur. C'est que ça aborde plein de sujets, aussi bien profondément que moins profondément. Ça se prend pas au sérieux. Ça veut vraiment t'en mettre plein la gueule et ouais, te raconter une histoire Sans prise qui de fait, tête, quoi, qui te fait c'est vraiment réfléchir, du mais sans fun. prise de tête. Voilà, c'est Voilà, ça. le but c'est pas que ça reste quand même le but c'est d'être fun, mais on va quand même parler de choses qui sont importantes et qui nous touchent et du coup ça permet aussi de donner un peu de relief, aux Ah bah épisodes, quoi, complètement. sans que ça soit trop plat. Sachant aussi qu'à la musique, à la BO, on a, Carpenter Brut notamment. On a d'autres, artistes électro, français qu'ils essaient de mettre en avant du coup, via la BO. Ouais, et Donc puis il y a plein ouais. de petites scénettes où ils passent en graphisme un peu jeu vidéo et tout pour te rendre le truc un peu plus dynamique et pour montrer que bah, c'est une boîte qui est quand même là depuis longtemps et qui sait faire le truc, quoi. Donc, Après, quelques petits reproches, je trouve que si tu n'es pas familier avec les univers d'Ubisoft, alors faut pas non plus, hein, on parle des grosses licences, on parle pas des trucs plus niches, même oui, s'il y en a, il y a quand même il y a des trucs quelques très petites. niches, Ouais, il y a quelques licences qui vont pas être faciles mais à je choper, comprends mais le principe, exactement. principalement, c'est les grosses licences que tu connais, ne serait-ce que si tu as déjà joué un peu à quelques jeux vidéo, tu connais, tu en as déjà entendu parler. Donc, mais c'est pas facile, c'est pas hyper simple d'accès, je trouve. Ouais, deuxième petit reproche, moi je trouve, c'est que ça part dans tous les sens. Alors c'est un point positif, et d'un autre côté, des fois t'es là, tu fais ouais, qu'est-ce que je suis? Je sais plus dans quelle scène je suis, entre guillemets. Heureusement que les épisodes font que 20 minutes, au moins ça passe vite à autre chose, mais ça passe d'un sujet à l'autre, d'un personnage à l'autre. C'est de la dynamite, quoi, ça s'arrête jamais le truc, hein, Ouais, surtout les premiers épisodes, je trouve que ça va très, 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 très vite et on a complètement. maté moi quand j'ai maté, j'étais accompagné de 2 potes et il y en a un notamment qui m'a dit: «Viens, on fait une pause, quoi». Parce Ouais, que genre vraiment ça allait très, très vite et c'est vrai que tu sens que les mecs ils ça se veut peut-être pas en fait ça peut se consommer en une fois, mais c'est peut-être le genre de série où voilà, vous êtes pas obligé de mater les 6 épisodes d'affilée, peut-être faire des petites pauses pour respirer. Parce que c'est vrai que ça va très, très vite, ça bouge dans tous les sens, ça aborde plein de sujets, enfin c'est très divers. Et moi, je finirai avec un autre reproche, c'est que c'est une demi-saison et j'en ai marre ouais, que Netflix fasse des demi-saisons. c'est vrai que c'est pas très long. Est-ce que c'est pas juste une saison 1 et il prévoit la saison 2? C'est pareil, de toute façon, c'est le même problème, quoi, hein, Ouais, mais là, la saison 1 ne se suffit pas elle-même, quoi, c'est vraiment vrai pas, qu'elle est quoi. très courte, ouais. C'est vrai que c'est très court, Franchement, ça se mange très vite moi, j'ai et regardé ma montre, au début du dernier épisode et j'ai regardé pendant tout l'épisode et je me suis dit: «C'est pas possible qu'ils arrivent à conclure leur oui, histoire. ah bah non, ça C'est pas c'est possible. Il y a un twist ou alors il y a un twist» et il y a spoiler, enfin divulgation, il y a pas eu de twist. C'est juste que c'est une demi-saison donc on espère qu'il y aura la suite, on espère que ça va marcher. C'est pour ça qu'on vite. vous le recommande donc mettez-le dans votre wishlist, mettez un j'aime, mettez j'adore même sur Netflix et puis on espère qu'on aura la suite, quoi. On va conclure cet épisode de Wishlist tout de suite. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de mois d'octobre. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission divulgachée cette fois. Et je vous laisse avec un petit générique de mon pote qui s'appelle Kadab, K-A-D-A-B. Allez le suivre sur YouTube. Bisous bisous.